Je vous invite à aller vous installer. La table ronde va commencer. Exactement, c'est une invitation à la russe. Chers amis, je vous propose de prendre place. Et on va commencer. Et on va commencer la table ronde. Oh là là. Bah moi j'ai fait un. Moi j'ai pas regardé, j'ai fait un. Vous avez gagné un micro. On se partage ce micro. Chers amis, avant de laisser Léna et Bertrand officier la partie la plus intéressante de notre après-midi, je vais... Oui. Non, mais le panel est là pour l'illustrer. Je voulais vous rendre compte Approchez-vous, n'ayez pas peur. De la décision du conseil d'administration. À l'issue de chaque renouvellement, le conseil d'administration est appelé à se prononcer sur l'élection de son président. Et je voulais vous rendre compte du fait que, avec ma seule candidature, j'ai été renouvelé dans ce mandat. Bravo, bravo. Je voulais remercier les administrateurs de leur confiance et vous adresser, on va dire, mes attentes envers tous les bénévoles, les animateurs de groupe, les animateurs de commission, les administrateurs, les membres du bureau, parce que ce qui vous a été présenté cet après-midi, c'est loin d'être mon bilan, c'est essentiellement le bilan des gens qui ont pris la parole et que vous avez eu l'occasion de remercier et d'applaudir tout au long de l'après-midi. En parlant d'applaudissements et de remerciements, je voudrais que Isabelle, Ève-Emmanuel, Christelle et Clotilde se rapprochent parce que c'est notre Venez équipe. devant, venez devant. Voilà, rapprochez-vous. Voilà, toutes les quatre. Avec Clotilde est là, voilà. Du coup, je cherchais par là. Et je voulais qu'on les applaudisse très, très fort. Parce que le fonctionnement de l'association au quotidien, dans leurs aspects positifs et comme dans les aspects aussi un peu laborieux, ce sont ces 4 personnes et qui sont toujours au rendez-vous de nos travaux. Vous avez pour beaucoup d'entre vous affaire à chacune d'entre elles quasiment au quotidien et vous avez pu apprécier leur engagement et leur professionnalisme et je voulais les remercier encore une fois. Voilà, vous pouvez vous lever voilà, pour les applaudir, je pense. Voilà. Exactement. Merci. Et j'espère que nos 2 animateurs réussiront à faire se lever le public à l'issue de cette table ronde. Léna, Bertrand, je vous laisse la parole. Merci à vous. Bonne table ronde. Merci Julien. Alors, vous l'attendez, donc on va démarrer très très vite. Juste quelques consignes d'organisation. Donc, on a prévu, parce que c'est quand même long, 1h30, donc on a prévu des moments de questions-réponses. Notez vos questions en ligne également, notez-les. On va pouvoir les noter et vous faire intervenir à différents moments de cette table ronde. Donc, je remercie nos 5 intervenants et intervenantes qui sont là cet après-midi. Et on va commencer par un tour de table de présentation. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire quel est votre parcours et ce que vous faites aujourd'hui? Alors, dans l'ordre. Élise, est-ce que tu peux mettre les diapos, peut-être? Bonjour à tous, donc je suis Élise, la promo 2011.
Donc moi, je suis née, j'ai grandi à Paris. Et aujourd'hui, j'habite Montreuil, juste à côté. Donc j'ai une passion qui est le théâtre. Alors j'en ai fait pendant près de 15 ans, y compris à Centrale d'ailleurs, où j'ai d'ailleurs été présidente du club et j'en garde de super souvenirs. Alors moi, mon parcours, il a commencé plutôt dans l'industrie. Donc d'ailleurs, j'ai obtenu un master en manufacturing management en double diplôme à Penn State aux États-Unis. Et j'ai commencé mon parcours professionnel d'abord dans l'automobile, puis la joaillerie. Et j'ai eu envie ensuite de changer complètement d'univers. Et je me suis réorientée vers le digital. Et donc, j'ai rejoint, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, Nemer. Donc, je vais vous en parler sur le slide suivant. Donc, Nemer, c'est une start-up qui a été fondée en 2017. On est une 50aine à y travailler. Elle a le label French Tech Green 20 en tant que start-up qui œuvre en faveur de la transition écologique. Donc, sa mission, c'est de révéler le potentiel écologique des bâtiments et des territoires. Alors, comment? En produisant des données sur les territoires, sur les 34 millions de bâtiments qu'on a en France, sur l'environnement, et en les mettant à disposition sous forme de plateforme métier clé en main. Donc, l'idée, c'est de permettre un passage à l'action simple sur des thématiques telles que la rénovation énergétique, l'installation de panneaux solaires ou encore l'adaptation au changement climatique. Et donc, on fournit tout ça sur des plateformes B2B2C. Ça veut dire qu'on les vend à des entreprises qui vont les mettre à disposition de leurs clients pour les engager dans ce passage à l'action. Ou bien on s'adresse aussi à des collectivités qui vont comme ça engager leurs citoyens. Donc chez Nemer, je suis product manager. Donc ce que je fais un petit peu au quotidien, il y a une partie déjà stratégie où l'idée c'est vraiment de comprendre les besoins des utilisateurs des plateformes, de prioriser ces besoins et derrière de piloter la feuille de route pour répondre à ces besoins. Après, une partie de suivi de produits. Donc là, l'idée c'est déjà de participer à la construction du parcours utilisateur, de l'expérience utilisateur, vraiment se mettre à sa place et d'imaginer les différentes étapes du parcours, les clics, là où ça va amener, etc., pour avoir une expérience la plus fluide possible. Et derrière, je vais rédiger toutes les spécifications techniques et suivre l'avancement des développements ensuite. Et puis ensuite, la partie qualité, où là, je vais réaliser des tests complets sur la plateforme pour valider les développements réalisés et derrière décider de livrer ou non la nouvelle version du produit en fonction des résultats de ces tests. Voilà. Merci Élise. Thomas? Alors, oui. On a les slides Ok, on va aller dans l'ordre des slides alors. Est-ce que Thomas, on peut te faire patienter et donner la parole à Soline? On Ça va- m'arrangerait beaucoup. Pas de souci, on Niveau va t'arranger. PowerPoint. On va t'arranger la vie. Donc, moi, je suis Soline Laforcade, donc promo 94. Un seul slide, parce qu'en fait, je pense que plus on vieillit, plus on est synthétique et plus on condense son expérience. Moi, je vous ai fait un slide avec 2 parties parce qu'on est, on est d'abord des individus, des humains, avant d'être des professionnels. Et même si tous ces mondes convergent, perso, et vous pouvez voir dans les images et les photos que je vous ai mis sur la partie perso, il y a un fil directeur qui est le sport. Je fais du sport à titre personnel. J'ai eu au sein d'un groupement qui est organisé par la Banque Palatine, qui a mis en œuvre un projet qui s'appelle le Professional Women's Project. J'accompagne des sportifs qui sont à la fois des sportives qui sont en train de finir ou de transitionner leur carrière vers l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est des projets qui sont sympathiques. J'avais eu l'an dernier l'occasion d'accompagner Alexis Abarrier, que vous voyez en photo, qui a pour projet de faire le tour du monde, le trophée Jules Verne, donc, et de battre le record avec un équipage purement féminin. Et donc qui est un projet qu'il faut complètement financer, qui est un projet d'entrepreneur sur lequel on a eu l'occasion de l'accompagner. Je suis également très investie sur les sujets, on aura l'occasion d'en reparler, sur les sujets de diversité au sein d'un groupement qui s'appelle le Professional Women's Network, qui est un réseau ouvert aux hommes qui sont les alliés justement de la cause de la diversité. On en reparlera tout à l'heure.
Et j'ai mis une photo de ma famille parce que je pense que c'est important, on aura l'occasion de reparler de la place des femmes dans la tech, qu'avec un diplôme d'ingénieur, on peut tout à fait mener tout de front. Et moi, j'ai une famille incroyable avec un mari et des enfants que j'adore, un fils qui a fait mieux que sa maman parce il sera diplômé de Central Paris et de Stanford dans quelques mois, et une passion aussi pour le rugby que vous voyez sur la photo. D'un point de vue professionnel, j'ai eu un parcours assez varié. En sortant de l'école, j'ai démarré à la SNCF comme chef de gare de la gare de Saint-Dié-des-Vosges. Donc, c'était une plongée dans un monde un peu différent. Je suis revenue assez rapidement sur des sujets, on va dire, plus d'origine technique et plutôt chez des éditeurs de logiciels. Donc, j'ai travaillé chez PTC, j'ai travaillé chez Microsoft, chez HP, que j'ai pas mis dans le slide, et également chez Microsoft pendant une première période d'une dizaine d'années. J'ai quitté l'entreprise en 2015 pour à la fois prendre la direction commerciale de Red Hat, donc de tout l'univers de l'open source en France, puis une plongée dans une start-up qui s'appelle Ubique, avant de prendre la direction générale d'un organisme de formation qui s'appelle Education First, que souvent on connaît pour sa capacité à faire des séjours linguistiques pour les jeunes. Et moi, j'avais la direction générale de l'entité B2B, donc avec un poste de direction avec l'ensemble des équipes et l'ensemble des fonctions. Et ça s'appelle un boomerang, pour ceux qui connaissent l'expression. Je suis revenue chez Microsoft il y a 8 mois, et cette fois-ci pour accompagner l'écosystème de la French Tech française. Et d'ailleurs, Namer fait partie des entreprises avec lesquelles on a plaisir à avoir des échanges pour accompagner cet écosystème, lui permettre de se développer et d'être leur partenaire à la fois technologique, également business, leur permettre d'accélérer leur business, mais également un partenaire d'innovation dans la co-construction de solutions technologiques. Merci. Olivier. Alors, avec un parcours un peu moins velu que la personne précédente. Donc, moi, je suis diplômé en 2015, donc promotion 2015. Après, j'ai rajouté une année, parce que 3 ans ne me suffisaient pas. J'ai fait un Master SP entre l'ESSEC et Central Paris sur tout ce qui est Business Analytics et Data Science. Des thématiques qui émergeaient à l'époque. Et tout de suite après, j'ai rejoint le groupe L'Oréal. Et ça fait 6 ans que je suis à L'Oréal, en passant par plusieurs typologies de métiers, de la construction de la première plateforme chez L'Oréal de data, où on centralise toutes les données marketing, une exploitation de ces données via le métier de data scientist, et maintenant je gère une petite équipe de développement qui s'occupe de créer des logiciels à base d'intelligence artificielle pour aider les équipes marketing. Et deuxième slide. Et puisqu'on est des humains avant tout, je vais me présenter moi-même ce que je fais. Alors, j'ai choisi une présentation un peu décalée, puisque travaillant dans le marketing, j'ai choisi de voir quel est mon ciblage marketing par Google. C'est un ciblage qu'on peut retrouver sur le Google Ad Setting. Maintenant, ils ont redesigné la plateforme, mais c'est un peu pareil. Donc, Google me voit comme quelqu'un entre 25 et 34 ans. J'en ai 31. Mes passions, j'adore le théâtre aussi, et d'ailleurs je fais ma petite promo. On a ouvert un Instagram qui s'appelle Premier Balcon, qui vous recommande les pièces de théâtre à Paris, donc abonnez-vous. Et sinon, je suis un grand fan de tech, de documentaires notamment. Bon, il me met dans TV reality shows, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la magie du ciblage marketing. Donc, voilà. Merci Olivier. Alors, Thomas. donc Thomas Corr, moi je suis promo 2015. Alors après Centrale, moi j'ai poursuivi en thèse à Centrale Nantes et à Naval Group en thèse CIFRE. Donc moi ma spécialité ce sont les matériaux. Donc je vous ai mis quelques photos de mes travaux à la fois en thèse puis après en postdoc à l'ENSTA Paris. Et en parallèle de ces travaux vraiment scientifiques sur les matériaux, en parallèle de mon postdoc, je me suis intéressé à titre personnel sur l'analyse de flux de matière. J'ai creusé un peu ce sujet
parce que c'est un sujet qui est assez méconnu de la part des ingénieurs et notamment des ingénieurs matériaux. Et donc, j'en ai fait une conférence que j'ai donnée alors, en cours à la centrale, à l'INSA, en conférence dans les laboratoires, au CEA. Et donc, voilà, par ce biais-là, j'ai essayé de montrer un peu la vision large des matériaux, donc, après avoir étudié la partie micro. Et donc, c'est par ces deux aspects que je suis arrivé, je suis retourné à Centrale. Donc, maintenant, je travaille à Centrale Nantes en tant qu'ingénieur de recherche. Donc, avec deux casquettes, comme les anciens chercheurs à Centrale Nantes. Le premier volet qui est le volet recherche, vous avez une photo d'un de mes travaux. Donc, je développe des thématiques sur les propriétés des matériaux recyclés, avec une vision vers la sobriété, le dimensionnement sobre. Est-ce qu'on peut accepter une perte de propriété pour des gains environnementaux, pour des applications choisies? Et puis mon deuxième volet, qui est ma mission principale d'enseignement, qui est de mettre en place le fameux master ressources et économie circulaire dont a parlé Jean-Baptiste. Donc voilà, je monte ce master spécialisé, je suis co-responsable pour la partie Centrale Nantes. Master spécialisé qui est porté par Centrale et Audencia. Et donc l'idée, c'est de former des cadres pour aller déployer les stratégies d'économie circulaire dans toutes les industries, pas seulement dans les domaines de déchets, mais vraiment dans toute l'industrie, pour opérer une transition à ce niveau-là, au niveau des impacts environnementaux de toutes les activités industrielles. Donc c'est un master spécialisé, donc ouvert à la formation continue. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Gilwen. Et donc, Gilwen Meunier, promo entrante 2021. Et donc, je suis toujours étudiant. Je viens du sud de la France et j'ai fait ma prépa à Grenoble. Donc, je voulais aller à la montagne parce que je suis un grand passionné d'escalade. Et je me suis dit, bon, pour mon école d'ingénieur, je vais changer d'environnement. Je vais aller au bord de l'océan. Il n'y avait pas encore de centrale à Brest, donc je me suis rabattu sur Nantes. Ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait une plus forte image verte, environnementale, écologique. Et c'est ce qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup. Et donc, je suis ici pour vous parler du choix que j'ai fait en deuxième année, donc de suivre la spécialité ingénierie des low-tech. C'est une formation qui est très jeune, c'est la première année qu'elle existe à Centrale Nantes. Et c'est une formation qui est assez originale dans une grande école d'ingénieurs. Donc, je vais prendre le temps en 2 points de vous expliquer pourquoi. La première, tu peux rester sur la première diapo pour l'instant. Ok, c'est bon. Ouais, parce que j'ai fait des slides très sobres, donc je vais essayer de maximiser mon temps de parole dessus. Ouais, la première, c'est que, vous voyez, on a une promotion de 6 et on est sur un catamaran parce que c'est pas une option, enfin une spécialité. On restait assis dans un amphithéâtre ou dans des cours de TD. On était en option projet, donc avec un partenaire extérieur à l'école. On travaillait avec Roland Jourdain, qui a fait la route du Rhum cette année, et sa fondation Explore. Et on avait comme mission de réfléchir l'aménagement de son catamaran pour diminuer son impact environnemental, écologique, social. Donc c'est autour de ça que se sont structurés nos cours de cette année. Donc 400 heures de projet pour 200 heures de cours théoriques, philosophiques. Ça inverse un petit peu les tendances qu'on a dans les autres options disciplinaires où c'est 500 heures de cours et une centaine d'heures de projet. Donc c'est un premier point d'originalité. Et le deuxième, c'est que vous l'avez compris, on parle de low-tech dans une grande école d'ingénieurs high-tech. Et c'est assez peu conventionnel. Et donc là, tu peux passer à la deuxième diapo, parce qu'on parle de low-tech, donc une petite définition s'impose. Mais avant de regarder ces 3 termes qui méritent réflexion, la low-tech, ça prend ses origines dans les années 1970, mais ça a été plus développé en France par Philippe Biwix à partir de 2012 et son livre L'âge des low-tech. Et moi, une définition que j'aime bien, c'est que c'est une méthode de conception et de pensée pour créer des solutions technologiques et des solutions d'organisation qui se veulent être des briques élémentaires d'une société pérenne, équitable et conviviale. Et ça se traduit par un résumé très synthétique en 3 mots. Donc utile, c'est celui que j'aime le moins parce que c'est assez subjectif. Qu'est-ce qui est utile? En fait, il faut se poser la question dans les low-tech, qu'est-ce qui suffit pour nous épanouir dans un monde écologiquement contraint? Donc c'est cette question qu'on se pose et qui va venir argumenter, pas argumenter, nous faire débattre sur les missions qu'on a, sur les moyens de conception qu'on a.
Le deuxième point, c'est durable, donc ça récupère tout ce qui est de l'éco-conception, de la conception pour durer dans le temps, plus robuste, plus réparable, plus résiliente, avec des matériaux locaux, des matériaux réemployés, recyclés, etc. J'abrège. Et la dernière notion, qui est celle d'accessible, donc c'est une accessibilité qui est double. C'est déjà d'un point de vue de la diffusion et du partage de ces connaissances, de ces technologies. Donc ça passe par des propriétés intellectuelles open source, par des structures pour diffuser l'information. Et le deuxième aspect d'accessible, c'est l'appropriation par les populations, donc ces technologies. Il faut qu'elles passent par un processus d'ingénieur pour avoir un certain niveau de perfection, de performance, et qu'après on puisse redescendre à un niveau où c'est appréhendable par une plus grande masse qui puisse l'utiliser, développer cet outil, le modifier eux-mêmes pour qu'il corresponde plus concrètement aux besoins qu'ils ont localement. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'ai un parcours professionnel très court, donc je me suis plus appuyé sur la formation que j'ai suivie. Merci. Alors, quand on s'est interrogé pour dire qu'est-ce qu'on allait faire comme table ronde cette année, on s'est dit qu'on avait envie de réfléchir à l'ingénieur du futur et comment est-ce que l'ingénieur qu'on prépare aujourd'hui va prendre en main toutes les transitions dont on entend parler au quotidien, transition environnementale, transition numérique. Et du coup, on a nos 5 invités qu'on a décidé de mettre autour de cette table et qui ont bien voulu accepter cette invitation. Alors, vous allez me dire, à les entendre les 5, il y avait peu de chances, il y a peu de chances qu'ils se réunissent a priori dans une salle de réunion, et pourtant, ils sont tous là. Ils ont en commun le diplôme de Centrale Nantes, et donc ça montre à quel point ce diplôme peut être diversifié. Pardon ? Presque. Presque. Oui, vous pouvez vous retrouver, mais quand même. Presque le diplôme, je pense. Presque le diplôme. Oui, mais ça va venir. T'es bien parti. Et donc, on est tous ingénieurs, ou presque. Et ce qu'on nous demande en tant qu'ingénieur, habituellement, c'est d'être factuel et de travailler sur des données. Et donc, on va commencer par la data. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle ? Ça envahit nos vies au quotidien dans la société. Et pourtant, on ne sait pas forcément exactement qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on en fait. Et de manière générale, l'intelligence, la data intelligence, qu'est-ce que ça apporte ? Alors, je vais m'adresser d'abord à Soline et à Olivier, si vous voulez nous en dire un peu plus, et comment vous voyez aujourd'hui l'évolution de la tech, de la data, de l'IA dans vos métiers et dans la société de manière générale. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, et notamment avec l'intelligence artificielle et tout récemment les intelligences artificielles dites génératives, on est en train de toucher du doigt la 4e révolution industrielle. Donc après l'avènement de la vapeur, l'avènement de l'électricité, aujourd'hui, c'est bien de cette magnitude de transformation dont on parle. Donc ce bouleversement technologique va avoir un impact sur l'ensemble de nos vies et sur l'ensemble du monde, de la façon d'apprendre et la façon de travailler et la façon d'interagir. Aujourd'hui, c'est plus de 74% des gens qui sont convaincus, déjà qui ont entendu parler du sujet de l'intelligence artificielle, et en particulier générative, que je mentionnais avec ChatGPT qui fait les heures de gloire effectivement en ce moment de la presse. Donc nous avons tous collectivement une conscience très forte de ce qui est en train de se passer, avec évidemment son lot d'inquiétudes. Aujourd'hui, c'est plus de 50% des salariés français qui s'inquiètent, notamment français d'ailleurs et internationaux, sur le fait potentiellement de pouvoir être remplacés par une intelligence artificielle et de perdre leur travail. Et en même temps, plus de 70% d'entre eux n'ont qu'une envie, c'est de maîtriser ces solutions pour pouvoir alléger
leur temps de travail et pour pouvoir faire davantage de choses et avec plus de pertinence. Aujourd'hui, Microsoft, tous les ans, sort un rapport sur les tendances du monde du travail qu'on établit à la fois en interrogeant plus de 31 000 personnes dans 31 pays et puis en anonymisant évidemment toutes les sources de données qu'on a dans les plateformes, notamment de communication et de collaboration. Et ce qu'il en ressort, c'est que plus de 60% en fait du temps et des gens disent aujourd'hui, j'ai pas le temps et l'énergie qu'il me faudrait pour assumer mon quotidien et pour faire l'ensemble de mes tâches au quotidien. Un chiffre qui va sûrement vous faire rigoler ou froid dans le dos suivant la façon dont on le regarde. 76% des gens disent qu'il y a la plupart du temps des réunions dans lesquelles, ou s'ils n'étaient pas, ça ne changerait rien. C'est quand même un peu tristoun de se dire qu'on passe notre temps à enfiler des perles et sans aucun impact. Et d'où cette appétence extrêmement forte de se dire, mais là, si on a une opportunité d'une espèce de copilote qui va nous augmenter et qui va faire qu'on va pouvoir se remettre en maîtrise de notre temps, de notre énergie et de délivrer ce qu'on a envie de délivrer, ça fait envie et ça fait rêver. Donc ça fait peur, c'est certain, mais ça fait aussi beaucoup envie. Et là, c'est un peu clivant d'un point de vue générationnel, parce que je suis ravie d'être entourée de plus jeunes que moi, mais là, on voit vraiment des grandes différences. Si en moyenne, on va dire, c'est 44% des gens qui ont commencé à utiliser des solutions d'intelligence artificielle. Sur les plus de 35 ans, c'est 18%. Hein. Donc, c'est vraiment au niveau des plus jeunes aujourd'hui que cette appétence est très forte. Donc, on voit quand même aujourd'hui des différences générationnelles là-dessus. Mais donc, l'IA aujourd'hui, vraiment, c'est un super pouvoir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus, et une vraie envie de tout le monde, et les interrogations de comment la maîtriser. C'est une évidence que ça va poser des questions fondamentales de formation, d'apprentissage. Évidemment, j'irai à l'école, sur les bancs d'école, en école d'ingénieur, en école de commerce, voilà. J'irai toute la partie de la formation initiale, mais surtout après la formation professionnelle continue tout au long de la vie, comment on apprend à maîtriser ces solutions. Les leaders et les managers ont un regard plutôt positif par rapport à toutes ces solutions. Ils y voient à 25% des possibilités d'augmenter la productivité, uniquement à 16% le fait de pouvoir réduire les effectifs. Donc, c'est vraiment d'abord et avant tout des envies de faire mieux plutôt que de se dire qu'on va remplacer les personnes. Par contre, l'acquisition de compétences qui est vraiment centrale et qui est avec un niveau de sensibilité à la fois des managers, des leaders, des entreprises et des écoles, et aussi bien des individus que nous sommes tous extrêmement conscients que c'est un sujet qui va nécessiter qu'on se mobilise. Et en termes d'usage, et ce sera avant de passer la parole à Olivier, en termes d'usage, ce qu'on commence à voir vraiment, c'est l'envie de pouvoir, comment les gens utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle, parce que c'est déjà le quotidien d'un certain nombre d'entre nous. C'est d'abord pour augmenter ses connaissances, premier cas d'usage, le fait de faire des recherches de manière plus facile. Évidemment, tous les scénarios de traduction qui commencent maintenant à être très, je dirais même grand public, d'augmenter sa productivité, et puis encore beaucoup tout ce qui est génération de texte, mais qui est effectivement lié à ces échanges génératives, dont le savoir-faire principal effectivement est de savoir générer du texte. Donc une lame de fond assez en profondeur, un niveau de compréhension de chacun d'entre nous plutôt bon. Moi, je trouve sur ce sujet qui reste assez récent, on s'est approprié la problématique assez vite. En tout cas, les questions sont partagées par beaucoup. Les réponses vont s'écrire maintenant dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Oui, pour faire un complément de ce que tu dis, je suis totalement aligné avec ce qui vient d'être dit. Je pense que tous les groupes du CAC 40 sont en train de se demander comment ils vont utiliser l'intelligence artificielle générative. Ça nous impacte tout à chacun. Tout le monde dans l'entreprise est en train de tester les outils, voir comment ils vont les utiliser. Et moi-même, dans de la production concrète de code, on a 10 à 20% de productivité en plus. Enfin, c'est vraiment en train d'impacter nos métiers considérablement, et surtout les métiers qui ont des formations type ingénieur.
Je pense qu'il faut regarder aussi ce qu'en pensent les spécialistes du domaine. Il y a quand même une peur de l'intelligence artificielle qui est non négligeable parmi les spécialistes, donc faut quand même faire gaffe. On prend l'exemple souvent ce qu'on considère les pères fondateurs de l'intelligence artificielle moderne, et on a trois spécialistes, dont un Français qui ont reçu le prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel en informatique. Un est très optimiste par rapport à ces nouvelles technologies. Il pense que ça va amener une nouvelle ère des lumières, donc un renouveau des lumières façon technologie. Un qui est plutôt prudent, qui demande à avoir un temps de réflexion pour voir quels sont les vrais impacts sur la société, et un qui est complètement en train d'avoir peur de cette technologie, alors que c'est lui qui est en partie fondateur de cette technologie. Je pense que il faut garder la tête froide, regarder comment ça marche, ouvrir la boîte, s'approprier des outils, et pour ça, il y a la régulation qui arrive, et notamment avec l'Union européenne qui est en train de réguler ces algorithmes, avec l'AI Act, qui est sous forme de documents préparatoires pour l'instant, qui va être voté bientôt, et qui demande notamment beaucoup plus de transparence sur ces algorithmes. Et donc, il faut accompagner ce changement, faut pas le refuser. Je pense que ça va être une grande aide pour améliorer notre quotidien, pour améliorer nos métiers, potentiellement pour trouver des solutions sur des problématiques sociétales et environnementales. Donc, faut pas les refuser, mais faut réguler. Mais bien réguler. Donc, regardons de près ce que font les législateurs, et pour éviter les catastrophes qui sont quand même annoncées par ces spécialistes. Voilà, je pense que... Merci à tous les deux. Élise, tu nous as expliqué donc que Neymar est une green tech. Donc, toi, comment tu fais le lien entre les développements justement numériques, digitaux, et l'apport à la transition écologique? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vraie facilité d'accès à la data, et c'est ce qui permet la prise de décision de façon éclairée. Donc voilà, il y a l'open data, donc on a tout un tas de jeux de données disponibles gratuitement sur Internet, mais voilà, ça reste de la donnée brute, et le vrai travail des sociétés qui utilisent cette donnée, ça va être de la traiter, de l'enrichir pour des applications métiers précises. Et donc justement, voilà, nous chez Nemer, on utilise la data pour la transition écologique. Donc un premier exemple que je peux vous donner là, ça concerne le solaire. On est capable, grâce aux imageries aériennes des bâtiments, d'identifier les pentes de toit, leur superficie, leur orientation, s'il y a éventuellement des objets de toit qui viendraient gêner l'installation de panneaux solaires. Et à partir de ça, on a des algorithmes qui permettent de faire un calpinage, qui permettent d'estimer le nombre maximal de panneaux solaires qu'on pourrait installer sur chacun de ces pans de toit. Et grâce à la localisation, l'ensoleillement, donc on arrive à estimer le potentiel solaire maximal produit. Et on peut, voilà, derrière, on va indiquer également quels sont les coûts d'installation, les coûts de maintenance, le temps d'amortissement de l'installation, et derrière les économies d'énergie, les économies financières, les émissions de CO2 évitées également. Donc voilà, ça c'est une plateforme par exemple qu'on va vendre à des collectivités qui vont les mettre à disposition de leurs citoyens pour les aider à se projeter dans un projet d'installation de panneaux solaires, et ainsi voilà, les engager dans ce passage à l'action. Donc vraiment avec cet exemple-là, on voit bien que avec la donnée brute, finalement, on est capable de faire un état des lieux, de caractériser, mais c'est vraiment quand on vient l'enrichir, donc avec l'IA notamment, que derrière on peut voilà, vraiment engendrer un vrai passage à l'action, enfin de la prise de décision, et voilà, c'est une vraie valeur ajoutée dans ce genre d'application. Merci. Thomas,
Que penses-tu de tout ça? Est-ce que dans le master spécialisé que tu es en train de développer ou de co-développer avec Audencia aujourd'hui, vous utilisez ou vous abordez ces nouvelles technologies dans l'économie circulaire ou enfin, comment est-ce que tu fais le lien éventuellement? Alors, effectivement, à l'origine, j'étais censé faire le contrepoint un peu de cet aspect-là. Tu peux faire le contrepoint. En fait, bien sûr, certains aspects technologiques vont être abordés. Alors, ce n'est pas un master sur l'IA, donc on va assez peu aborder l'IA, mais on va bien sûr évoquer ces technologies. Mais je voulais aussi souligner que très souvent, la solution n'est pas technologique, en fait. Et c'est tout l'intérêt pour le master de le construire avec Audencia, mais aussi de prendre en compte ces aspects plus larges. En fait, le problème maintenant, il est surtout dans les enjeux environnementaux, il est plus technologique. Si je prends un exemple un peu dans mon domaine, la recyclabilité d'un matériau. Est-ce qu'un matériau est recyclable? On peut le prendre sous l'angle technologique, en regardant si on a la technologie pour le traiter sans perdre de propriété et pour le réutiliser. Bon, très bien. Mais en fait, aujourd'hui, très souvent, ce qui bloque, c'est est-ce qu'il est collecté? Est-ce qu'il existe une filière organisée qui va vraiment le traiter, le recycler? Est-ce que c'est rentable? Et en fait, souvent, c'est ça. Il y a plein de matériaux qui sont complètement recyclables techniquement, ne le sont pas pour des raisons économiques, pour des raisons d'organisation, de coopération qui restent à construire. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point que je voulais faire, que je voulais mentionner ici, que je soumets l'idée, c'est quand on évoque le rôle de l'ingénieur dans la transition, dans les métiers du futur, on évoque très souvent l'innovation. Première chose qu'on dit, c'est l'innovation, les nouvelles technologies, que ce soit de l'information, que ce soit des nouvelles technologies énergétiques. Et je voulais aussi souligner le rôle de la maintenance. En fait, ici, en tant qu'ingénieur, on sait bien que la maintenance, c'est clé et que l'entretien des installations, des routes, des voies ferrées, c'est quelque chose d'important, qui demande des compétences techniques essentielles. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise en tant qu'ingénieur, mais je pense que dans le discours ambiant, c'est très peu souligné. Et je pense qu'il faudrait réenchanter la maintenance dans le discours. On en parlait à la caméra, justement. Ce serait pas mal qu'elle soit mieux maintenue. Mais... Voilà. Et donc, trouver un moyen de susciter des vocations et de garder aussi ces compétences techniques dans ces domaines-là et qui sont aussi essentielles, pas que en complément des nouvelles technologies. Voilà pour les 2 points que je voulais souligner. Merci. Guylaine, quand on a préparé cette table ronde, tu m'as parlé notamment de philosophie dans l'approche de l'ingénieur. Et du coup, pour faire le lien avec ce que vient de dire Thomas, est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle est ton approche de l'ingénieur sur cette thématique et notamment sur la low-tech? Ouais. Donc, je suis d'accord avec les propos qu'a tenu Thomas et mes camarades. Et je rajouterai quelques constats donc, sur l'orientation de notre technologie, qui est toujours consommatrice de ressources d'énergie, et ça ne fait qu'augmenter. Et les émissions et les dégradations environnementales sont dans le même sens. Donc, on attend des innovations du côté de l'IA, du côté de la data, pour mieux gérer ces flux technologiques. On attend des innovations, comme tu disais, pas des innovations, des améliorations dans les maintenances pour la recyclabilité, pour une économie plus circulaire, pour prendre moins dans la nature et de moins rejeter de choses qui ne sont pas recyclables. Et je pense qu'un troisième point qu'il faudrait aborder et qui entre dans les compétences d'ingénieurs, c'est l'organisation de la société. Parce que ces choix technologiques qu'on fait et dans lesquels on travaille, en IA, en data, en low-tech, en ce qu'on veut, ils impactent directement nos modes de vie et on entre dans la 4e révolution industrielle. Ouais. Et donc, en fait, les répercussions que nos choix vont avoir, ça va être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Nous, on subit les conséquences d'il y a une vingtaine d'années et on a déjà des problèmes climatiques, des crises environnementales, des crises sociales, des crises sanitaires, des crises géopolitiques sur les ressources, sur les semi-conducteurs ou juste sur la guerre Ukraine-Russie. Donc, on voit qu'il y a des tensions qui augmentent en même temps que nos consommations. Et donc, il y a besoin que les ingénieurs aient eux aussi cette responsabilité dans leur choix technologiques, qui ne laissent pas ça qu'aux instances publiques ou au gouvernement, parce que les gouvernements ils vont arriver avec quelques années de retard par rapport aux innovations technologiques et aux choix technologiques. Donc, qui est très en amont dans les formations d'ingénieurs, ces questions d'éthique, de responsabilité de l'ingénieur et de mesure d'impact, pour voir où vont leurs impacts, ou quels choix technologiques vont influencer quel comportement de société, quelles organisations de société,
Et quand on développe une technologie, comment elle va être déployée, quel impact elle va avoir sur les populations, quelle autre technologie elle va fermer, qui ne va plus avoir de marché, quelle dépendance elle va créer, quel besoin elle va créer. Donc il y a tous ces enjeux, je pense, qui sont très importants et il y a encore beaucoup à inventer, à questionner et à redécouvrir. Merci beaucoup. Merci à tous les 5. Alors là, je m'adresse à vous, en ligne et en salle. Avant de passer à la thématique suivante, qui sera les équipes et le management, est-ce que vous avez des questions pour nos 5 intervenants? Sachant que si vous n'avez pas de questions, on enlève la clim. Donc, qui a des questions? Soyez pas timide. C'est toujours là, oui. Mais comme par hasard, je monte. Bonjour, moi je suis Frédéric Mélin, le directeur du développement à l'école. Moi je suis intéressé et je suis dans du rôle de l'ingénieur, bien évidemment. Et j'ai été interpellé par votre dernière phrase, puisqu'aujourd'hui, finalement, je constate, notamment dans l'automobile, il y a des décisions politiques qui choisissent des technologies. Notamment, on a décidé politiquement d'arrêter le moteur thermique. Alors, bien ou mal, c'est pas la question, hein, mais pour moi, aujourd'hui, il semblerait que ce soit pas un choix d'ingénieur, en tout cas. Donc, comment on fait pour faire contrecarrer tout ça? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont assez écoutés, les ingénieurs, finalement? Non. Question fermée, réponse fermée. Est-ce que les scientifiques, de manière plus large, sont écoutés ou pas aujourd'hui? Et est-ce que les ingénieurs s'engagent politiquement aussi? C'est ça la question. Comment ça? Bien sûr que c'est leur rôle. Oui. Je fais des réponses très courtes. Je peux essayer de développer un petit peu si tu veux. On va rester sur l'automobile parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Quand on a développé les voitures, je ne sais pas si on imaginait que les aménagements urbains et l'organisation de la société se fassent autour de ce moyen de transport. On prend des villes comme Los Angeles. Si quelqu'un à Los Angeles n'a pas de voiture, il ne veut pas aller faire ses courses au supermarché. Je caricature, hein, mais c'est assez orienté comme ça. C'est tout à fait vrai, on a un expert sur place. Voilà. Sir Charles Aval. Donc c'est quand même, tu vois, des orientations technologiques qui sont après soutenues par nos politiques ou alors pas soutenues par nos politiques parce qu'il y a des contraintes écologiques, sociales qui sont ressenties et qui ont de plus en plus d'importance. Et donc c'est quand même d'abord les ingénieurs, ceux qui font de la technique, qui vont proposer, innover et qui vont orienter la technique. En fait, non, pas forcément. Il y a aussi le secteur financier et économique. Mais pour dire que l'ingénieur, en tout cas, c'est lui qui a cette connaissance technique et donc il a un rôle politique à apporter. Parce qu'il est expert dans ce domaine et il y a beaucoup de choix qui pourraient orienter. Juste pour compléter, par contre, j'ajouterais qu'effectivement, en tant qu'expert, il doit être écouté et peut-être améliorer cet aspect-là. Néanmoins, à la fin, il y aura des décisions politiques à prendre, des choix d'organisation qui vont dépasser le périmètre technique. Et donc, je pense que l'ingénieur doit proposer au mieux et donner des arguments convaincants. Néanmoins, à la fin, ça va être une décision politique et des aspects qui n'ont pas été vus par l'ingénieur vont peut-être rentrer en ligne de compte. Et donc, voilà, on disait que c'est peut-être pas le rôle de l'ingénieur de s'engager en politique. Bon, je pense qu'il faut maintenir un dialogue intéressant entre les deux pour que les décisions soient prises de façon informée, mais elles seront prises par des gens autres que les ingénieurs peut-être à la fin. Très bien. Le gros problème pour moi, c'est que les politiques, dans la plupart des cas, sont peu formés scientifiquement, n'ont quasiment pas de connaissances, et ils devraient s'appuyer sur des compétences techniques pour faire leurs choix, alors qu'au niveau de l'Europe, entre autres, les choix sont faits indépendamment d'une analyse technique et d'appui formel. Et on retrouve quelques personnes qui arrivent quand même à avoir des compétences techniques, mais c'est tellement peu que c'est plus une mouvance qui est liée à des tendances générales que des choix vraiment réfléchis.
Ça, c'est une opinion un peu personnelle, puisque quand on regarde le contenu des dernières régulations sur notamment l'IA qui viennent de sortir, on voit que les décideurs politiques sont vraiment bien conseillés. C'est-à-dire qu'ils sont au courant des dernières technologies des labos. Donc, moi, je ne serais pas aussi catégorique que toi, en fait. Le choix de la voiture électrique, sur le plan écologique, ça n'a aucun sens. Non, mais encore une fois, moi, j'appelle les ingénieurs à prendre la place des politiques. Allons-y. Si on est si déterminé que ça, allons-y, prenons cette place de représenter les autres à un niveau politique. C'est ça aussi, la table ronde, c'est des débats, c'est des pavés dans la mare. Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Ça éclaire pas mal ce qu'on fait notamment à l'école, parce que quand on cherche la meilleure manière d'expliquer tout ça à nos étudiants et de leur donner les meilleures armes pour aller jouer un rôle et avoir un impact face aux enjeux climatiques, par exemple. La question qui se pose, c'est comment on fait de l'interface entre les profils, entre les disciplines, entre les métiers. Parce que, par exemple, si vous prenez le rapport du GIEC, à la base, notamment rapport numéro 1, rapport numéro 2, c'est fait par des scientifiques. Ce n'est même pas des ingénieurs, c'est des scientifiques qui font de la science de modélisation du climat, de modélisation de l'écoulement atmosphérique, de modélisation de l'écoulement des océans. Enfin, c'est de la science de l'environnement, qui est d'ailleurs paradoxalement quelque chose que nous, on ne fait pas énormément à Centrale Nantes parce que ce n'est pas nos domaines scientifiques ou technologiques de prédilection. Ensuite, on arrive sur le rapport numéro 3, où là, on se dit, c'est quoi les solutions? Là, ça devient un sujet d'ingénieur. C'est-à-dire, c'est quoi les solutions techniques, d'organisation, etc., qui sont envisageables en essayant de faire un ratio coût-bénéfice de ce qui va être le plus rentable ou le plus facile à mettre en œuvre. Et puis après, on voit bien qu'il y a la question des sciences humaines et sociales, dont la science politique. C'est comment la société peut s'emparer de ça, comment il peut y avoir une controverse, comment il peut y avoir un consensus, comment il peut y avoir une prise de décision, comment les gens vont réagir, comment est-ce qu'on va lutter contre des biais, etc., etc. Donc, on essaye de faire tout ça. C'est pas très, très simple, mais moi, je suis persuadé qu'à la fin, pour trouver une solution et pour agir, il faut mettre tous ces gens-là autour de la table. Des scientifiques, des ingénieurs, des experts, des SHS, des politiques, et aussi la société, tout simplement, dans son ensemble, qui va être amenée à un moment donné à prendre des décisions. Mais ce n'est pas simple de réunir, c'est très complexe. Il y a d'autres questions? Moi, je me suis déjà présentée. Bon, Sarah Duval-Dachary, du coup, promo sortante 2019. Je voulais juste rajouter un point là-dessus parce qu'en fait, c'est un sujet qui est en cours dans mon entreprise, en l'occurrence, l'éco-conception. Et en fait, la façon dont on se place, c'est qu'on se dit qu'on a un rôle de formation auprès du marketing, auprès des sales sur le sujet, et que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire entendre en fait notre voix et le pourquoi c'est important qu'on commence à faire ce changement-là. Voilà. Merci. Merci. Ah, il y a des questions dans le fond de la salle. On me fait monter. C'est parti. Pardon, Alexis. Je passe. Je me mets debout parce que le fauteuil ne tient plus. Moi, j'avais une question plus par... alors, je me présente peut-être avant. Pardon. Donc, je m'appelle Alexis et notamment, j'ai fait l'option IA à l'école cette année qui vient d'ouvrir. Et ma question, justement, par rapport à l'IA, vous disiez tout à l'heure que ça va nous permettre de faire plus de choses, notamment d'être plus productifs. Et moi, le risque, la crainte que j'ai derrière, c'est qu'on devienne en quelque sorte trop productif, qu'il y ait un effet rebond et que du coup, on aggrave tous les problèmes de surconsommation d'énergie, de matières premières. Et donc, ma question, c'est comment on peut faire pour éviter cet effet rebond, justement, et que l'IA nous permette réellement de freiner un peu le rythme, en fait, pour revenir à un monde plus soutenable, dans l'esprit des low-tech, justement. Qui se sent de répondre à cette question? Est-ce que c'est une question IA ou pas IA? C'est plutôt une question de modèle de société, plus que IA ou pas IA. C'est un... Oui. Quelqu'un a une réponse? Bon. Alors, moi, je veux bien essayer un truc. Vas-y. C'est pas forcément une réponse que je vais te donner moi, parce que je suis pas professionnel de l'IA, mais il y a beaucoup de podcasts, de débats
qui sont faits en ligne et qui sont rediffusés en ligne, justement. Donc, je te conseille d'aller voir des penseurs comme Gauthier Roussel, comme Stéphane Crozat ou comme la chaîne de podcast The Flares qui parlent de ces enjeux. Et je pense que ces questions, donc ça c'est plus global que juste l'IA, ces modèles de société, orientation technologique, ça mérite plus qu'1 heure et demie pour être débattu. Donc, Je vous propose qu'on en discute tout à l'heure lors du pot, après cette... Je veux bien juste rajouter un truc. Rapide alors, Olivier. Rapide. Mais en gros, je vais revenir dans la philosophie de low-tech. Ce que dit Philippe Biwix, notamment dans ses discours, c'est une question sur l'utilité de ce que tu fais. Si la chose est utile et que tu fais de l'IA, bah, tant mieux. Donc, pour moi, c'est pas une question IA ou pas IA. C'est une question, est-ce que c'est utile ou pas? Et c'est tout. Merci. Alors, on passe à la deuxième partie de notre table ronde. Après avoir parlé du quoi et de comment est-ce qu'on évolue, la question c'est qui et comment. Comment est-ce que vous avez vécu ou vous vivez aujourd'hui vos métiers en termes d'équipe, en termes de management? Quelles sont les évolutions que vous voyez? Et voilà. Comment est-ce que le leadership peut s'exercer? On va commencer par Soline, si tu veux bien. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, un ingénieur, c'est quelqu'un qui prend des problèmes et qui trouve des solutions. Et c'est en ça que je trouve que les années qu'on passe à l'école nous forment extrêmement bien, finalement, à ces métiers de leadership ou de management. Parce que du leadership et du management, à la fin du fin, c'est prendre des gens pour régler ensemble des problèmes. Et l'idéal étant, je considère que moi, j'ai réussi mon job quand on a réglé ensemble des problèmes qu'on n'aurait pas réussi à régler de manière isolée. Et moi, c'est ma définition, effectivement, du leadership aujourd'hui. C'est pour ça que dans la formation à l'école, moi, ma formation accélérée au management et au leadership, elle s'est faite au travers de l'organisation du gala. Qui a été ma première expérience de devoir animer une équipe avec en mode projet, avec une date qui était fixée et un projet de 9 mois, donc une belle occasion d'expérimenter ce leadership. J'ai ça de particulier dans ma carrière d'avoir alterné beaucoup des moments avec des responsabilités d'équipe et des moments avec plutôt un rôle de contributeur individuel, sûrement lié au fait qu'en sortant de l'école directement à 24 ans, comme je le disais tout à l'heure, je me suis retrouvée à la tête d'une équipe à la SNCF de 35 agents. Donc certains ont besoin d'avoir une Rolex avant 50 ans sinon ils ont raté leur vie. D'autres disent dans des manuels qui pour moi datent maintenant énormément que si on n'a pas été manager à 40 ans, pareil, on a raté sa vie. Je pense que c'est tout sauf un bon sujet. Le fait de l'avoir fait très tôt, ça m'a justement permis de comprendre extrêmement vite qu'avant d'être le moindre droit d'une quelconque façon, si tant est quand on est manager, c'est d'abord et avant tout surtout des devoirs. Et je crois que ça s'est énormément accéléré depuis le Covid. La responsabilité d'un leader ou d'un manager qui est d'abord et avant tout de prendre soin de ses équipes, du care, pour être certain que les collaborateurs sont en capacité de se sentir bien pour faire leur job. Donc à titre personnel, le care. Et puis en termes d'organisation, je considère que moi j'ai fait mon job quand chaque personne de mon équipe peut faire le sien. Et que quand on a fait ça, qu'on a apporté de la clarté, du care, et après il faut surtout foutre la paix aux gens qu'on a embauchés pour qu'ils puissent faire effectivement ce pourquoi ils ont les compétences et les talents pour le faire. Donc un rôle de communiquer, de co-construire une vision évidemment pour qu'on sache ensemble où on a envie d'aller, et puis derrière effectivement de permettre à chacun de s'épanouir. Je pense qu'aujourd'hui le métier de manager est de plus en plus dur. Et d'ailleurs, on le voit dans les jeunes générations maintenant, le métier de manager qui historiquement faisait un peu rêver, fait moins rêver, parce que notamment le manager de proximité, c'est vraiment un rôle qui est schizophrène, souvent au milieu de l'organisation,
avec des injonctions contradictoires et un métier difficile, donc qui nécessite aussi beaucoup d'accompagner et de former pour être en capacité derrière d'accompagner les équipes. Mais c'est un métier formidable et avec un impact incroyable parce que ça permet de se démultiplier. Ce que je disais, tout seul on peut faire des choses, ensemble on peut en faire davantage, et le pouvoir, la capacité de mettre en mouvement des équipes, c'est la possibilité de faire aboutir des projets beaucoup plus ambitieux, et c'est vraiment une passion, et ça se passe encore mieux dans des équipes qui sont diverses, puisque là, par contre, toutes les études le prouvent, pour pouvoir, en termes d'efficacité et de performance, une équipe diverse en âge, en genre, en origine, en façon de penser, va délivrer de bien meilleures façons, de bien meilleures performances, et être beaucoup plus créative. Et voilà, c'est ça, et avant tout du leadership. Une formation d'ingénieur, ça permet d'avoir de la curiosité, ça permet d'avoir une compréhension de beaucoup de choses, ça permet surtout d'apprendre vite, mais pas d'être un expert en tout. Dans une de mes fonctions récentes, moi j'ai été DG France d'un organisme de formation, ça veut dire encadrer la fonction finance, la fonction RH, les équipes opérations, les fonctions CES, les fonctions marketing. Vous imaginez bien que ce sont évidemment des compétences que je n'ai pas dans leur intégralité, et que c'est pas un sujet. Donc c'est un métier en soi et à part entière, et je pense qu'il faut vraiment, c'est un métier qu'il faut avoir envie de faire. Et quand on est bien dans un rôle d'expertise et qu'on veut continuer de progresser dans son expertise, je pense qu'il est plus sage de continuer à le faire et de s'éclater là-dedans et de l'apporter, plutôt que de se dire qu'une progression de carrière idéale, c'est de cocher la case management. C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes compétences, et on a besoin de tout pour faire un monde. Donc on a besoin de gens qui embarquent et qui accompagnent des équipes, et de leaders. On a besoin de gens qui sont des experts. Et à nouveau, c'est dans cette complémentarité, de cette diversité qu'on fait avancer nos entreprises et les équipes d'une manière générale. Olivier et Lise, vous êtes des jeunes managers, l'un comme l'autre. Comment vous vivez-vous ce rôle-là, et avec vos équipes, et est-ce que, par rapport à ce que vient de dire Soline, vous vous retrouvez là-dedans, ou vous avez plus une envie d'expertise? Alors moi, je suis du coup product manager, mais je suis pas manager d'équipe. Du coup, je suis plutôt manager du produit. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, le management, parce que moi, c'est quelque chose initialement qui m'intéressait, et j'ai à peu près eu cette même réflexion, ce que tu racontes, où finalement, là, je me rends compte avec mon nouveau métier surtout que j'ai surtout envie là, pour le moment, d'acquérir une expertise dans mon métier. Et plus tard, on verra, mais ma vision en tout cas du poste de manager a beaucoup évolué depuis que je suis sortie d'école. Au fur et à mesure, voilà, j'ai continué à moi-même progresser dans tous mes apprentissages sur mes différents métiers. Ouais, moi, je reconnais bien les propos qui ont été dits juste avant, puisque en fait, dans la tech, on a quand même des ingénieurs qui sont très valorisés, puisque la compétence est rare, puisque avoir des bons ingénieurs informaticiens, c'est compliqué. Du coup, mieux on les manage, mieux ça se passe, et les structures deviennent de plus en plus horizontales. Donc, avec un rôle du manager de supporter l'équipe plutôt que de vraiment prendre les décisions individuellement à la ligne de code près. Et je plus sois à la diversité. C'est quelque chose qui est très difficile dans la tech, de recruter notamment des femmes, puisqu'il y en a très peu, et ça améliore considérablement les équipes. Donc j'encourage ce propos fortement. Surtout que notamment L'Oréal, ils ont des engagements au niveau embauche de femmes, et notamment dans le digital. Donc ils essayent de pousser dans cette direction aussi. Mais la tech est particulièrement, je pense que c'est encore un cas particulier de l'ingénieur, puisque des structures aussi horizontales où on valorise la compétence, l'expertise, je ne suis pas sûr que ça se retrouve dans les autres industries, à voir s'il y a des gens qui ont de l'expérience dans d'autres industries. Guylaine, toi, qu'est-ce que tu attends de l'entreprise d'ici 2 ans, du coup 1 an, 2 ans? Est-ce que tu as des attentes spécifiques sur justement les organisations d'équipe? Comment tu vois les choses?
Alors, moi, les boîtes, pour moi, il y a quand même les entreprises, de PME à grande Except entreprise. les boîtes, ça marche. C'est bon, boîte, ok. Et entre nous. Ouais, il y a des trucs qui sont non négociables dans une entreprise, et pour moi, ça passe. J'ai envie de travailler dans une entreprise qui a un modèle de coopération, pas de compétition. Donc ça rejoint les propos sur le management que tenaient mes camarades. Et ça dépasse ça parce que moi, j'aimerais que l'entreprise dans laquelle je travaille, en fait, toutes les entreprises, hein, elles aient pas que le PIB comme indicateur de réussite et qu'elles prennent en compte des capitaux qui soient multiples, qui soient humains, sociaux, naturels, économiques et institutionnels. Allez. Et donc que ça se traduise dans leur contrat social, dans leur CA et dans leurs actions. Et donc qu'elles réorientent leur productivité vers une productivité de ces capitaux multiples. Et donc ça se traduirait par une économie circulaire et encore plus loin, une économie régénérative. Donc on améliore les conditions plus qu'on pioche dans les capitaux qu'on a. Et c'est assez utopique. Hein. Donc, déjà, si j'ai une boîte qui ne fait pas de greenwashing. Très honnêtement, je ne crois pas qu'il soit utopique. Ouais. Enfin, la transformation, on la voit. Elle est en cours avec la RSE. Et ne serait-ce que les KPI qui sont suivis pour les entreprises sont en train d'évoluer de manière drastique. Et le rapport RSE, qui était il y a encore quelques années un truc un peu sympa à avoir dans un coin et qui n'était pas la priorité, on voit que maintenant, le suivi et les engagements sur les KPI extra-financiers deviennent fondamentaux. Donc, je pense que le changement que tu évoques et que tu invoques, il est en train d'arriver et vite et à marche forcée. C'est mon point. Donc, vous travaillez tous dans une boîte. N'hésitez pas à adopter ces démarches. Vive la RSE. Et aussi, donc ça, c'est assez, on va dire, méthodologique, théorique à une très grande échelle. Mais plus simplement, dans les méthodes de management, il y a beaucoup de techniques pour éviter le greenwashing, pour être conscient de ses impacts, dont on parle très peu, les 7 péchés du greenwashing, l'empreinte fantôme, tout ce genre de choses, qui seraient très intéressants de prendre en compte. Donc, ça va être des impacts qui vont être sociaux, plus que juste environnemental ou économique. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le sujet ? Alors moi, j'ai choisi la filière technique, donc forcément sur le management, j'ai moins de retours, hein, filière technique et scientifique. Mais juste pour la question qui était posée, c'était un peu comment on aborde ces sujets-là, les sujets environnementaux que Guylaine évoque juste là dans l'école. Effectivement, ça pousse assez fortement là-dessus. Et l'approche qui est, à mon sens, intéressante, qui est en train de se mettre en place, c'est d'évoquer ces sujets-là de façon transverse dans toutes les options, en fait. Pas dans tous les cours, parce qu'on garde des cours, heureusement, très scientifiques, c'est l'intérêt, mais aborder dans chaque option ces enjeux-là pour que, et un peu, on va dire, spécifique à chaque filière, pour que, justement, les étudiants puissent derrière appréhender les spécificités environnementales de leur domaine. Donc ça, c'est le premier point. Et en plus, on essaie d'apporter, et c'est un peu ce qu'évoquait Jean-Baptiste Avrier tout à l'heure, et c'est assez dur à faire, mais aborder la complexité de ces problèmes-là, parce que souvent, quand on aborde ces problèmes environnementaux, on dépasse un peu les questions techniques, ça déborde un peu. Et donc, comment on aborde ça en école d'ingénieur? Comment on appréhende la complexité, parfois la controverse? Alors, il y a différentes façons de faire, mais on essaie de mettre en place des cours, des modules, et des assez collaboratifs et des projets, hein, pour commencer à sortir du doigt toutes ces histoires de plusieurs indicateurs, voilà, variation des indicateurs, variation des objectifs, différents points de vue sur les questions environnementales. Voilà. C'est ça qu'on essaie de faire. Merci. C'est le moment des questions. C'est le moment des questions. Yeah, c'est mon moment préféré de toute la session. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat aussi, en régie? Je fais semblant que j'ai un live avec la régie. Mais est-ce qu'on me dit qu'on est en train de regarder s'il y a des questions? En attendant, si quelqu'un pouvait me sortir de ce moment de solitude dans le public et poser une question. Ah, Cora est là. Est-ce que vous pouvez lui faire passer le micro? Oui, mais j'ai une question. Justement, les questions de management, comment sont-elles appréhendées à l'école pour la formation? Est-ce que toi, tu as des cours de management sur la formation, sur l'option low-tech, ou comment ça se passe? Alors, il y a des cours de management
qui sont faits pour les alternants et pour si je dis pas de bêtises, des options professionnelles en 3e année. Nous, en option low-tech, on en a eu un petit peu, mais c'était pas de management purement, enfin, de management conventionnel. C'était plus d'intelligence collective et de travail en équipe. C'est peut-être la même chose, hein, je ne connais pas du tout. Mais c'était dans une démarche de coopération, de compréhension de l'autre. Donc c'était, ouais, c'est peut-être du management. Hein, je ne sais pas ce qui est fait. Ça marche. Ouais, confirme. Coopération et intelligence collective, je pense qu'on est dans le ouais, thème. bon, bah alors, ouais, on a eu des cours de management et c'était super intéressant. Le directeur de l'école est parti, hein, pour info. Il y a plus besoin. dommage. J'ai vérifié avant de. Oui, Clotilde. on en a, c'est intéressant, mais je pense qu'il faut en mettre plus. Après, moi, j'ai Ouais. pas beaucoup d'infos parce que je suis pas, j'interviens pas auprès des étudiants, mais je sais qu'il y a des cours de soft skills. Et ce que vous apprenez en soft skills, Ouais. ça sert au management. Hein, c'est sur les émotions, sur Oui. le rapport à l'autre. Mais voilà, tu peux peut-être en dire plus. Je peux en dire un peu plus sur les soft skills. Ouais, je sais pas à quel point c'est récent, mais tous les mardis, on n'a pas des cours techniques, on a des cours de sciences humaines et sociales qui balayent du management, du théâtre, de la prise de parole devant des groupes, des bilans carbone, bilans environnementaux, choses comme ça. Très vaste. Un peu de philosophie, un peu d'anthropologie aussi. Mais ce qui manquerait, ce serait à chaque fois de les relier à nos champs de compétences et de voir dans nos métiers d'ingénieur comment on les met en pratique. Moi, les soft skills que j'ai eus, donc je les ai pas tous eus, il y a une grande panoplie de choix, hein, et on choisit des menus à chaque fois, donc on a un petit peu mis au hasard avec un menu du soft skills qu'on peut pas modifier après. C'était assez déconnecté de mon orientation professionnelle. Note à faire à Jean-Baptiste. Oui. Je rajoute un mot là-dessus. Ils sont en train de réformer tous ces soft skills, donc en élargissant les choix, en réformant le système de choix, si je m'avance pas trop, hein, et en mettant des soft skills obligatoires. Donc notamment ce qu'a évoqué Jean-Baptiste sur les bilans carbone et ACV, et d'autres en lien avec le développement durable. Analyse de cycle de vie, ACV, c'est ça? Oui. Pour tout le monde. Traduction simultanée. ChatGPT. D'autres questions? On les a perdus. Bien. Alors, du coup, on vient d'en parler, mais si chacun de vous, aujourd'hui, avait envie de donner un sujet sociétal sur lequel il ou elle est le plus engagé, et comment est-ce que vous avez envie de le porter, ce serait lequel? Je te laisse commencer. Oui, alors c'est vrai qu'avec tous les sujets qu'on a évoqués là, celui que je porte le plus, en tout cas dans mon métier, c'est vraiment l'utilisation de l'IA au service de la transition écologique. C'est ce qui fait un peu mon quotidien. Je vous avais parlé tout à l'heure de ce qu'on fait sur le solaire. Je peux vous en donner un autre exemple qui est assez parlant. C'est de la rénovation énergétique. Je pense que voilà, ça peut intéresser même tout le monde. On est capable sur une plateforme en quelques clics de faire un audit de votre appartement, de votre maison. Et donc voilà, on a un formulaire, disons, qui est déjà tout pré-rempli avec plein de caractéristiques de votre bien, donc grâce à l'IA, grâce à toutes les données qu'on est capable de récupérer et d'enrichir. Donc. Et derrière, on va pouvoir estimer votre DPE. DPE, traduit. Oui. Diagnostic de performance énergétique. Merci. Donc voilà. Et donc, on va vous dire voilà quels travaux de rénovation énergétique vous pouvez faire pour l'améliorer. Donc, par exemple, voilà aussi quelles aides vous pouvez bénéficier, des aides locales, des aides nationales. Donc, voilà combien ça va vous coûter sur un projet de rénovation global ou juste partiel. Donc, par exemple, on pourrait vous dire, voilà, vous avez un DPE, on pense que vous avez un DPE F,
vous pouvez passer à un DPEB si vous faites tels travaux de rénovation, donc de l'isolation, ou de changer un système de chauffage. Et puis derrière, voilà, on va vous dire combien ça vous coûtera grâce aux aides, combien de temps vous allez l'amortir, toujours pareil, les économies d'énergie, les émissions de CO2 évitées, etc. Donc voilà, tout ce qu'on est capable de dire finalement grâce à l'IA. Mais il y a quand même, je pense toujours, sur ce sujet-là, on n'en a pas tant parlé depuis le début, mais c'est vrai que l'IA, c'est pas non plus une science, hein, c'est pas sûr, je veux dire, c'est pas du 100%, il y a toujours une incertitude. Donc c'est le cas dans tous les exemples qui ont été évoqués, mais même chez nous, forcément, on est capable de caractériser des centaines de données sur 34 millions de bâtiments, mais il y a des bâtiments complexes, des données qui vont nécessiter, comme le passage de plein d'algorithmes, où voilà, on va avoir de l'erreur possible. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête sur toutes les applications de l'IA. Nous, comme c'est aussi notre cas, forcément, on demande toujours à vérifier la donnée, puisque derrière, il y a de la prise de décision quand même assez impactante qu'on va avoir. Donc l'utilisateur doit quand même toujours vérifier, corriger si besoin. Et voilà, je pense que c'est quelque chose quand même à avoir en tête quand on parle d'IA de façon générale. J'enchaîne. Alors, on a évoqué, tu as évoqué un peu la transition énergétique. Moi, le sujet que je porte, notamment à Centrale Nantes, c'est le pendant matériaux, le pendant matière, qui est finalement la transition vers une économie circulaire. Donc voilà, je m'inscris dans la transition énergétique, dans la transition écologique, mais forcément plus sur la matière. Et ce que je voulais souligner, ce que je répète souvent, c'est que l'économie circulaire, c'est pas la gestion des déchets. Et encore très souvent, le service qui s'appelle économie circulaire, c'est en fait gérer les déchets, ou Veolia. Et alors c'est bien, c'est important, mais c'est beaucoup plus large que ça si on veut vraiment être efficace. En fait, là, on commence à être bon sur les déchets en France. Si on veut aller plus loin, il faut que ce soit une transformation de toute l'industrie, avec donc des problèmes techniques, mais aussi des problèmes organisationnels. Et donc c'est ça que je porte pour la transition, on va dire, vers une économie plus circulaire. Et qu'est-ce qu'il va y avoir alors dans ce master? Si tu nous fais un peu de bench. Un peu de teasing. Alors, forcément, on va évoquer les grands enjeux et notamment les ressources. Il s'appelle ressources et économie circulaire. C'est aussi pour intégrer les problématiques un peu stratégiques liées à des pénuries potentielles de matières ou à des matériaux critiques, à la fois pour les pays et pour les entreprises. Puis après, en fait, il y a des blocs qui vont se partager. Centrale va faire plutôt les outils de l'ingénieur pour l'économie circulaire. On va dire de l'analyse du cycle de vie, de la production durable, un peu de connaissances sur les matériaux. Et puis, Odenssia va faire le pendant management et organisationnel de l'économie circulaire, donc un peu de conduite du changement, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et surtout des partenariats. Comment mettre en place des partenariats multipartenaires. Voilà, le tout avec beaucoup de projets, beaucoup d'entreprises du territoire. Voilà un peu ce qu'il y aura. Alors moi, mon sujet de cœur, mais je pense que ça va être une surprise pour personne, c'est le sujet de la diversité et de l'inclusion dans la tech. Et pourquoi c'est un sujet qui me tient énormément à cœur? Parce que on voit aujourd'hui l'ensemble des problèmes qu'on essaye d'adresser, que ce soit la transition écologique, que ce soit les sujets de déchets, les sujets d'enjeux climatiques. Donc, au regard des enjeux et des sujets à traiter qui sont devant nous, comment ose-t-on imaginer une demi-seconde qu'on va pouvoir régler les problèmes du monde entier uniquement avec la moitié de l'humanité? Ça, c'est juste même pas envisageable. Et sur ces sujets, je suis devenue vraiment investie sur ces sujets, alors que le manque de diversité, le sujet des femmes dans la tech, moi je suis tombée dedans quand j'étais petite, j'ai envie de dire, parce que à l'école, option conception, fabrication et productique, mon surnom c'était la meuf. Pourquoi? Parce que j'étais la seule dans ma spécialité, j'étais la seule fille. Mais étonnamment, à l'époque, ça m'a pas dérangée, mais parce que je me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte que finalement, j'étais la seule de ma catégorie. Il y avait un côté sympa d'être la meuf, j'étais unique, donc c'est toujours très agréable d'être reconnue pour son unicité, mais je me suis pas rendu compte que il pouvait y avoir une fraternité dans laquelle j'étais pas, ou j'ai pas du tout vu. À l'époque, je me suis pas rendu compte. Et puis, on était quand même, à nouveau, moi, 94, on était quand même porté par une amélioration progressive du nombre de filles dans les écoles d'ingé. Donc, c'était un problème qui était,
un peu connu, mais en train de se régler, et le meilleur était devant nous. Et ça n'est qu'une quinzaine d'années après que j'ai réalisé avec effroi qu'en fait, la progression, non seulement s'était arrêtée, mais qu'on était reparti complètement avec la pente dans l'autre sens. Et donc, depuis à peu près les années 95-2000, ça va de mal en pis. C'est-à-dire que le taux de féminisation dans les écoles d'ingénieurs, et en particulier dans les écoles d'ingénieurs en informatique, ne cesse de baisser, et on ne sait vraiment aujourd'hui absolument pas par quel bout le prendre et comment inverser la tendance. Donc c'est un problème majeur, et c'est un problème qui ne s'arrange pas. Ça démarre très tôt, puisque les filles délaissent les maths et la physique extrêmement tôt pour des sujets de biais, de genre, de stéréotypes. Là, j'aurais juste un seul conseil, un seul message à vous passer. Vous êtes parents, ou vous le serez, ou vous avez des nièces, offrez-leur des Legos. Et pourquoi il faut leur offrir des Legos aux filles? Parce que quand on joue au Lego, on construit notamment toute sa capacité de faire de la géométrie dans l'espace. Et donc derrière, on part pas en retard sur ces sujets-là, on perd pas le goût de ces trucs, et on peut rester accroché aux maths et à la physique au même titre. On n'a pas un cerveau qui est moins câblé pour les maths que les garçons. Ça, c'est des conneries, il faut arrêter de se le dire. En revanche, on a plein de biais, et notamment les biais des parents, les biais des professeurs, qui vont faire qu'on va pousser en termes d'orientation les filles en dehors de ces filières-là. Donc mon message, c'est que le changement n'arrivera pas par hasard. Tout est fait, et tous nos biais, toute notre organisation sociétale fait que ce problème ne fait que s'empirer, et que pour le traiter, il va vraiment falloir l'attaquer à tous les étages de la pyramide. Parce que dans les mauvaises nouvelles aussi, c'est que même si on en perd tout le long, qu'à la fin, on arrive quand même à avoir des filles ingénieurs et qui démarrent leur carrière dans la tech, donc déjà, il n'en reste pas des masses. Là, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que à 35 ans à peu près, donc soit en général au bout de 8 ans de vie professionnelle, on repère la moitié des filles. Dans la cybersécurité, c'est encore pire, c'est au bout de 3 ans. Donc, toutes les statistiques, toutes les dimensions montrent qu'aujourd'hui, le problème ne fait que s'aggraver, et qu'on ne fait pas de progrès. Donc, je suis désolée d'être un peu alarmiste, mais je pense que il y a le lanceur d'alerte. Je me sens une mission, et c'est pour ça que je suis invitée sur ces sujets de lanceuse d'alerte, parce que il faut déjà se rendre compte que ne rien faire, c'est pas aller vers du meilleur. Il y a plein de rapports qui disent que dans 132 ans, on aura la parité homme-femme. Donc, il y a plein de choses qui vont s'améliorer. Bon, moi, 132 ans, ça me va pas. Donc, évidemment, je m'investis pour que ça aille un peu plus vite. Mais au-delà de ça, sur ce sujet spécifique des femmes dans la tech, qui est au-delà des sujets de parité, on a ensemble collectivement un vrai truc à adresser, et en prendre conscience. C'est déjà une première étape. Je vous donne juste quelques chiffres. Aujourd'hui, les femmes ingénieures en France, c'est 17%. Ça ne cesse de baisser. On était à 23% en 2021. Là, on est passé à 17%. Donc, ça baisse, et ça baisse vite. Et pourtant, sans refaire l'article combien même on ne le ferait pas pour des raisons de société, je le disais, des problèmes à régler qu'il va falloir qu'on règle tous ensemble, et pas en mettant la moitié de l'humanité à côté du sujet, combien même on serait juste orienté sur des KPI financiers. Aujourd'hui, le business case de la diversité, il n'est plus à faire. Des équipes avec un haut niveau de mixité et de diversité par rapport à des équipes qui n'en ont pas, c'est 2 fois plus de croissance. Et puis, c'est en termes de profitabilité, c'est passé de 9 à 12% en moyenne de profitabilité. Donc, quand bien même on serait extrêmement cynique et que l'intérêt ne serait qu'économique, il est prouvé et démontré. Et toujours dans les perspectives que ça s'arrange pas. Les groupes du CAC 40 notamment, et tu le mentionnais, que chez L'Oréal fait des travaux extrêmement forts sur ces sujets-là. Les grands groupes font beaucoup d'efforts, ils travaillent énormément sur leurs sujets, et pour justement améliorer la parité, améliorer la diversité. Un certain nombre de lois produisent leurs effets. La loi Copé-Zimmermann a fait qu'on a en France aujourd'hui un excellent taux sur les femmes au niveau des boards à plus de 40%. La loi Rixin, qui a été votée récemment, va faire qu'à partir de 2026, puis en 2029, on va passer à un minimum de 30, puis 40% de femmes dans les COMEX. Donc pareil, la loi va aller dans le bon sens. Mais ces lois sont plutôt quand même pour les grands groupes.
Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au niveau notamment de la French Tech et des startups, on a un écosystème aujourd'hui. La Startup Nation, elle est là, elle est présente. On a et les écoles d'ingénieurs alimentent énormément beaucoup de fondeurs des startups viennent d'écoles d'ingénieurs. Donc, on a une vivacité incroyable dans ces startups. Alors là, pareil, on est reparti en arrière de fou. Moins de 12% des startups ont des femmes fondatrices. Et à tel point que d'ailleurs, au niveau des critères de la French Tech, enfin, au-delà des critères financiers, ont été rajoutés pour faire le choix des 120 startups qui sont dans la French Tech 120, des critères de diversité, des critères de parité et le fait de faire son bilan scope 1, scope 2, scope 3. Mais ça n'est que de cette année. Donc, à nouveau, on va dans le bon sens, mais on y va doucement. Et voilà mon message, et je suis désolée de vous laisser sur cette triste note, mais comme je vous le dis, je pense qu'il faut être conscient de ça. Dans aucune des dimensions, ça n'est en train de s'améliorer. Donc le temps ne fera rien à l'affaire, et c'est dans toutes les dimensions de la société qu'il faut qu'on soit vigilants tous ensemble et qu'on regarde le problème en face pour continuer de l'adresser. Le relais est à toi. Magnifique. On compte sur toi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, hein. Et si vos enfants n'aiment pas les Lego, il y a aussi les Capla, les Playmobil, même si c'est un peu moins bien. Moi, ce qui me tient à cœur d'évoquer, ça va un peu faire écho aussi à la diversité, mais dans la technologie, c'est la dépendance technologique de notre société. Donc, pour le meilleur, pour le pire, hein, on a eu beaucoup d'améliorations techniques qui ont modifié nos organisations sociales et nos modes de vie. Donc, on l'évoquait tout à l'heure avec les voitures qui ont un monopole radical quand je dis radical, c'est que on s'est agencé autour de ce moyen de transport, hein. C'est pas qu'ils ont des cagoules et qu'ils vont voilà. Donc, ces monopoles radicaux ont totalement modifié nos façons de vivre, nos façons de percevoir le temps. Avant, on pensait impensable d'aller travailler à Moscou et de revenir le soir. Et ces dépendances technologiques, donc, elles sont très présentes sur ces questions de ressources, de temps, d'accès à l'énergie, d'accès à l'eau, d'accès aux ressources humaines, aux capitaux humains. Et donc, si on se place dans un contexte où potentiellement il y a des tensions sur ces ressources, sur ces relations internationales, sur le climat, sur les catastrophes climatiques qui pourraient potentiellement arriver, hein, c'est potentiel, mais ça arrive très vite. On a besoin d'une diversité dans nos moyens technologiques de résoudre ces problèmes pour faire face à une échelle raisonnable, à une échelle réfléchie aux conséquences qui vont arriver. Donc, on a besoin de high-tech, de data, peut-être à un niveau systémique, à un niveau national, mais on a aussi besoin de réponses locales des territoires qui redéfinissent leurs contraintes, leurs moyens d'action, avec des solutions plus simples, plus locales, et qui prennent en compte un environnement très limité. Donc, on a besoin de low-tech aussi. Moi, je réfléchis beaucoup à comment on fait pour que la technologie soit utilisée dans des bons cas d'utilisation. Je pense que ce que je vais partager ici, c'est surtout le constat que j'ai pu faire depuis que je suis l'intelligence artificielle, et c'est assez intéressant pour moi de vous livrer ça. Ce qu'on a vu, c'est que l'intelligence artificielle a suivi un peu le modèle d'Internet à l'époque, c'est-à-dire que Internet s'est construit sur des outils qui ont été open source. Donc en fait, c'est des technologies qui sont ouvertes à tout le monde. Et en fait, il y a un mouvement en ce moment qui me paraît pertinent de mettre en lumière. C'est-à-dire que depuis 2012, avec les premiers réseaux de neurones, donc l'intelligence artificielle moderne, toutes les technologies qui ont été inventées sont pour la plupart open source. Donc, en gros, il y a eu un grand partage de la communauté, que ça soit scientifique ou technique. C'est-à-dire que toutes les recherches sont publiées, tout le monde peut les lire, que ce soit n'importe quel citoyen, n'importe quel aficionado de la technologie.
Et en ce moment, on voit un revirement de cette situation, notamment avec l'arrivée de ChatGPT, etc., qui sont des modèles qui sont complètement privés, dont la recherche n'est plus publiée, puisqu'il y a des grands acteurs qui commencent à se sentir menacés, comme Google, etc., puisque tout son business économique est quand même remis en cause par des technologies comme ça. Et je pense que c'est dommage parce que en fait, si on veut bien utiliser la technologie, il faut absolument la libérer et la mettre disponible à tous. Ça, c'est en lien avec la réutilisation de ce qui a été fait, en lien avec tout ce qui a été dit. Donc, faut vraiment faire attention à ça. On va être sûr que cette technologie va être bien utilisée grâce à la régulation, mais pas que. Il faut vraiment aussi mettre la pression pour que le savoir soit un peu libéré et que la technologie le soit aussi. Sinon, il n'y aurait pas eu Internet si on n'avait pas fait ce genre de démarche. Ça, c'est mon propos pour la carte blanche. Merci à tous les 5. On fait un petit applaudissement peut-être. Et on va poser des questions où vous pouvez réagir en direct sur ce que vous en pensez, partager des expériences. Moi, je pense à ce que tu disais sur la low-tech et high-tech. Je suis allé en Chine il y a un mois, où j'ai la moitié de mon équipe qui est là-bas. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas été parce qu'il y a un petit truc qui s'appelle le Covid et qui l'a fermé un peu du reste du monde. Maintenant, c'est impossible de payer quoi que ce soit sans son téléphone portable. Vous arrivez à avoir du cash, on vous regarde comme si vous veniez de la préhistoire. Moi, j'avais 17 pièces, donc l'équivalent de 2 € à donner. J'ai voulu payer mon taxi avec. Le mec me les a refusés. Alors qu'il n'a pas le droit, mais il ne voulait pas avoir de monnaie liquide. Donc là, il y a tout qui est en train de se passer. Il y a toute une partie de la population qui, peut-être les personnes les plus âgées, qui restent un peu à côté. C'est leurs parents qui les ont au téléphone, qui leur envoient des captures d'écran de QR code pour qu'ils puissent payer, ce genre de choses. C'est un délire. Il y a les mendiants dans la rue qui ont autour du cou des QR codes où on peut payer avec WeChat Pay ou avec Alipay. Il y a quand même des choses qui nous font nous interroger. Et même avant, moi, prendre l'avion pour aller en Chine, c'était quelque chose qui était évident quand je suis parti faire mon stage là-bas en 2013 à l'école. Maintenant, en fait, je me dis, oups, mon empreinte carbone, mais en fait, là, c'est foutu déjà. Alors, professionnellement, on peut, si tu veux la jouer malin, tu dis que tu la comptes pas dans ton empreinte personnelle, sauf qu'elle est là, j'étais quand même dans l'avion. Et c'est des questions que je ne m'étais pas posées. Je ne sais pas, vous, comment vous réagissez là-dessus, si vous avez des interrogations. Aussi, notre panel de spécialistes veut rebondir là-dessus aussi. Ah, Flore va m'aider, merci. Toujours, elle me voit quand je nage. Merci Bertrand. Je vais rebondir, mais sur pas du tout ce que tu viens de dire. Mais je viens te soutenir. En fait, je suis désolée, je suis arrivée à la fin, donc je n'ai écouté que votre dernière question. Donc, je ne sais absolument pas ce qui s'est dit avant. Et donc, ça avait l'air passionnant, donc j'écouterai le replay. Mais je me demandais si vous aviez... Donc là, vous pouvez me dire oui, si ça a déjà parlé, si vous aviez parlé aussi de low-code et tu parlais de technologie qui devenait de plus en plus propriétaire. Et j'ai remarqué que alors, le low-code, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des outils qu'on peut utiliser pour... Justement, on peut faire des sites Internet maintenant sans savoir coder, quoi. Et on utilise ces outils pour développer, si on veut, ou designer le site Internet. Mais tous ces outils, je pense à Airtable ou Timesonic ou Zapier, enfin tous ces outils qui sont accessibles et faciles à utiliser, en fait, ils sont aussi, j'ai remarqué, beaucoup propriétaires. Et je ne sais pas si vous aviez un avis dessus, parce qu'en fait, ça pose la question... en fait, même de l'indépendance des entreprises. Alors, les grosses boîtes, elles sont restées sur du Microsoft ou du Google, mais plein de boîtes, et comme beaucoup de startups, vous utilisez certainement Notion, et Notion, c'est un peu si Notion plante, voilà, à la limite, vous avez fait des sauvegardes, mais les seules sauvegardes que vous pouvez faire, c'est des CSV, donc vous aurez sauvegardé des Excel, voilà. Et il y a beaucoup de boîtes qui se construisent sur Notion aussi, donc je me demandais, voilà, si vous aviez un avis là-dessus, ou si vous, voilà, sur un peu philosophique. Alors, je vais répondre un petit peu à ta question. Concernant les low-code, ce que je remarque, c'est qu'ils sont souvent, du coup, utilisés, mais d'un point de vue carbone, ils sont très mal utilisés, parce que ceux qui les utilisent, ils n'ont pas conscience
des processus itératifs derrière et de l'impact que vont avoir leurs images non compressées à 70 mégas sur le site internet, ou alors l'ajout de beaucoup de plugins qui ne servent à rien. J'enchaîne sur la suite de ta question. Moi, en tout cas, en low-tech, ce que je dis, c'est qu'il faudrait plus payer pour nos services numériques, payer en argent. Parce que si on ne paye pas en argent pour ces services, c'est que le produit, c'est nous et c'est nos informations qui sont utilisées pour alimenter un marché qui est contraire à nos valeurs. Donc, à partir de ce moment-là, on a des abonnements Netflix, on a des abonnements à n'importe quoi. Alors, mettre 3 €, 5 € dans un abonnement Drive, un abonnement de suite numérique, c'est pas grand-chose. Alors, Un abonnement vers une entreprise éthique et responsable. Je précise. Alors, faut pas se méprendre, moi je suis pas contre le code propriétaire, hein. C'est-à-dire que quand il y a des enjeux d'intelligence artificielle qui peuvent bouleverser la société, manipuler des foules, etc., là on a un besoin de transparence, là on a besoin de régulation, là on a besoin sûrement d'open source. Après, il faut payer son contenu ou son outil digital. Donc le code propriétaire, c'est l'une des solutions. Après, il y a des communautés qui s'attaquent à ces problèmes-là. Notamment, on a des technologies open source qui commencent à arriver sur du low-code, mais il faut quelqu'un pour le mettre en place dans ton entreprise. Donc, il faut quand même une compétence technique qui est assez pointue. Mais je ne suis pas fondamentalement contre le logiciel propriétaire. Il y a une question pendant que je discutais. Qui? Fleur, droit de réponse. Oui, alors en toute connaissance de cause, en fait, nous on utilise beaucoup et dans ma boîte, donc et on a des compétences, donc c'était vraiment plus sur des sujets même c'est pas tant que c'est pas bien le propriétaire. Moi, j'utilise tous ces outils-là, donc mais par contre, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Mais en revanche, ce qui m'a posé la question, c'est vraiment la gouvernance en fait des entreprises. On se retrouve en fait bloqué avec des outils. Et il y a très peu aussi en termes d'éthique. Il n'y a pas de prise de recul, on se dit waouh, juste génial, cet outil il est génial, ouais, mais quelle éthique il y a derrière, et même si tu payes en fait, parce que bien sûr on a des abonnements entreprises. Voilà. Et ça me fait penser personnellement, je ne sais pas si nos amateurs de théâtre en ont entendu parler, la pièce Big Mother, qui est au Théâtre des Béliers parisiens, que j'encourage tout le monde à aller voir, parce que CNA, ce sont aussi des conseils culture. Qui parle justement de comment la big data est utilisée pour influencer des élections et montrer ce qui pourrait arriver face à un scénario qui pourrait arriver, je pense, dans 2 ou 3 élections américaines. Je pense qu'il y a des sujets qui sont là-dessus, sur la data, et plus une pièce très dynamique. Donc, je vous la recommande. Les Big Mother. Big Mother. Sinon, il y a l'Instagram Premier Balcon pour vous recommander les pièces de théâtre. Ça, il y a une question. Il y a Anas qui a levé la main d'abord, Charles. Si ça te va. Alors moi, je vais faire comme David Pujadas, donc sans transition. En fait, tout à l'heure, j'étais un peu gêné parce qu'il pouvait y avoir un sous-entendu que les politiques ne nous écoutent pas parce que, bon, voilà, on est ingénieur, scientifique, et donc le politique doit nous écouter. Moi, ça me gêne un peu, en fait. J'ai fait des études d'ingénieur, je suis scientifique, doctorat. Mon avis ne vaut pas plus qu'un citoyen. Non, notre rôle, ce n'est pas de remplacer l'avis des citoyens. Moi, je viens d'un pays où les grandes politiques ne sont pas décidées par les citoyens. Bah, ça ne me va pas trop, en fait. Donc, non, moi, j'aime bien que, pas parce que je suis ingénieur, que je dois décider à la place des autres. Alors oui, je peux prendre ma part, faire des recommandations, mais à la fin, c'est la voix des gens représentés par les politiques, avec lesquels on peut avoir un profond désaccord, mais ça me va très bien comme ça. Alors, moi, je suis complètement d'accord, parce que c'est exactement ce que je soulignais, c'est-à-dire que si je caricature un petit peu, c'est pas les ingénieurs qui savent faire des ponts qui décident combien de ponts il faut en France. Heureusement, c'est les besoins, c'est les gens, c'est les collectivités locales. Bon, néanmoins, à un moment donné, il faut leur demander leur avis pour savoir où on le met exactement, parce que c'est quand même important. Mais oui, l'ingénieur va devoir axer son rôle sur le conseil et sur les propositions aussi. Et voilà, ce qui existe, et je développe quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est bien de le déployer à grande échelle? Est-ce que ça vous
convient, est-ce que ça nous convient comme projet de société. Donc, ce n'est pas l'invention qui est fautive, c'est après, une fois que je l'ai inventé, comment je le déploie. Et par exemple, on parlait de Los Angeles, ce n'était pas obligatoire, a priori, d'organiser Los Angeles autour de la voiture. Donc, on a une solution technique. Est-ce qu'on la déploie ou pas? À quelle échelle? Et bien là, ça reste du domaine de la délibération. Moi, je suis tout à fait d'accord. Charles. On prend une dernière question de Charles. Comment peut-on délibérer dans la mesure où vous êtes, vous, des représentants, chacun d'une idée, et qu'on a tous constaté que les politiques n'étaient pas des scientifiques, donc la prise de décision de synthèse n'existe pas. Ce que je veux dire, ce qu'on peut attendre de la part des ingénieurs, c'est de dire, j'ai que 2 petits bras, je ne peux pas tout faire en même temps. La priorité, c'est la place des femmes dans la société. La priorité, c'est le carbone ou les bâtiments. On ne peut pas tout faire en même temps. Et aujourd'hui, tout le monde nous apporte sa solution miracle en disant c'est la priorité. Monsieur Lambda, il n'est pas capable de faire le tri entre toutes les solutions qu'on essaye de lui forcer à faire. Pas de train, pas de voiture, pas d'avion, pas de ceci, pas de cela. Et il y a un moment donné où le monsieur qui a son CAP par chance, il n'a pas la capacité ou la volonté même de s'interroger parce qu'il est submergé par le niveau des informations qu'il reçoit. Donc moi, ce que j'attends de la part des ingénieurs, c'est d'avoir une véritable synthèse de toute cette problématique et de déterminer des priorités. Est-ce qu'il est plus urgent de s'occuper des bâtiments? Est-ce qu'il est plus urgent de s'occuper de la place des femmes? Parce que si j'implique les femmes, j'aurai une meilleure vision de la protection des bâtiments. C'est ça que le peuple est en droit d'attendre. Et si les ingénieurs ne comprennent pas ça, ils ne méritent pas leur place. Drop the mic. Charles Herval. Je pense que tu as parlé du train. Je pense que le train, il y a quand même un consensus que ça va à peu près. Ça va à peu près. On peut prendre le train. Ouais. La SNCF, tu confirmes, mais c'est pas trop mal, je crois, en termes d'émissions carbone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir avant qu'on clôture? Moi, répondre à ta question de départ, à laquelle personne n'a répondu. Moi, perso, j'ai arrêté la viande rouge, je ne mange plus de bœuf. Voilà. Super. Super. Note positive, tu vois, finalement, sur ton implication. Léna, est-ce qu'on conclut du coup? Moi, je pense qu'on va conclure sur le fait que je ne crois pas qu'il y ait une priorité pour tout le monde et que ce soit la même, et que c'est plutôt bien qu'il y ait diverses priorités pour tous et toutes, et que dans la société, c'est pour ça qu'on ne fait rien tout seul. On ne demande à aucun ingénieur d'avoir à décider de tout seul, ni à aucune personne. Et moi, je vais appuyer, je pense, pour conclure, sur la conclusion sur la diversité des métiers, des personnes, des institutions. Voilà, l'ingénieur ne peut pas répondre à toutes les questions. Mais il doit être intéressé peut-être par toutes les questions. Dans son champ de compétences, il doit déterminer certaines priorités, pas celles de clôturer cette table ronde. Et là, voilà, là, tout de suite, la priorité, c'est l'apéro. Et donc, et d'aller vers le buffet. Je vous remercie tous. Merci Bertrand. Ah, oui, c'est bon. Sur la suite des activités, je pense que tout le monde avait bien compris ce point de l'agenda d'aujourd'hui, mais il y a un buffet, en effet, donc vous pouvez aller vous régaler. Et Clotilde, oui, bien sûr. Je voudrais remercier, alors c'est peut-être pas mon rôle à moi, mais je ne veux pas qu'on parte au cocktail sans remercier ceux qui sont occupés de cette journée. Notamment, je connais pas toute l'équipe, mais je sais que vous deux, vous avez porté et passé de nombreuses heures à organiser cette journée. Donc un grand bravo. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Merci. Merci. Allez donc vous rafraîchir. Il a coupé.